Très heureuse de vous retrouver pour ce 19h30. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommet, audience au Conseil économique et social, Conrad Baguidi a reçu l'ambassadeur des Émirats arabes unis près le Bénin. Plusieurs sujets ont animé les discussions. Le compte rendu dans cette édition. Un demi-siècle d'existence, la CEDEAO prend de l'âge en ce 28 mai 2025. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest fête ses 50 ans. L'objectif de départ était de favoriser la coopération et l'intégration économique des États ouest africains. Quel est l'état des lieux? La réponse dans ce journal. Et puis, aux États-Unis, poursuivant son escalade contre l'université Harvard, l'administration de Donald Trump a décidé de mettre fin au contrat qui lie le gouvernement fédéral à l'établissement. Les détails dans un instant. À nouveau, bonsoir. Son Excellence Mohamed Saïd Al-Kabi, ambassadeur des Émirats arabes unis près le Bénin, a été reçu ce mercredi en audience par le président du Conseil économique et social Conrad Baguidi dans le cadre d'une démarche visant à consolider les liens bilatéraux entre les deux nations. L'essentiel a retenu des échanges avec Romaric Adossa. L'ambassadeur Al-Kabi, en poste au Bénin depuis 2013, a entamé une série de visites auprès des institutions clés du Bénin. Sa rencontre avec le président Baguidi s'inscrit dans cette dynamique de renforcement des relations, particulièrement dans les secteurs économiques et social. Dans ses propos, l'ambassadeur a exprimé son admiration pour le parcours impressionnant du président Conrad Baguidi, soulignant que cette reconnaissance avait motivé sa demande d'audience. Il a également salué la politique du président Talon qui accorde une place importante à la jeunesse dans la gouvernance du Bénin. L'ambassadeur Mohamed Saïd Al-Kabi a exprimé le souhait de travailler à forger un partenariat solide entre le CES du Bénin et son institution homologue aux Émirats arabes unis. Cette initiative vise à créer un tandem de collaboration favorisant l'échange d'expertise et le développement conjoint dans les domaines d'intérêt mutuel. En réponse, le président Conrad Baguidi a présenté en détail le fonctionnement, les missions et l'importance de l'institution qu'il dirige depuis 3 mois. Il a exprimé toute sa disponibilité à l'idée d'établir ce pont avec l'institution émirati et donc à en étudier les modalités de mise en œuvre. Cette rencontre marque une étape prometteuse dans le renforcement des relations entre le Bénin et les Émirats arabes unis, ouvrant la voie à des collaborations fructueuses au bénéfice des deux pays. Merci. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a procédé ce mercredi au renouvellement de conventions avec 9 organes de presse. La cérémonie s'est déroulée au siège de l'institution à Cotonou, ceci en présence du président de l'ARAC, des conseillers, des cadres techniques de l'institution et des promoteurs Romaric Adossa et Bernardin Bounbo pour le reportage. Au total, 9 organes de presse ont renouvelé ce mercredi leur convention avec la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC. À cette occasion, le président Loko a salué l'engagement des promoteurs pour avoir rempli toutes les conditions exigées pour le renouvellement. En outre, il invite les organes de presse qui sont encore à la traîne à se mettre au pas pour une collaboration plus saine entre les deux parties. Nous prenons l'engagement. Ce n'est pas vous mettre la pression, mais au moins, si c'est tous les ans, nous restera à peu près 4 ans. Vous serez à mi-parcours peut-être de vos conventions. Pour faire le point, pour que ce ne soit pas au dernier moment, parce que ce n'est pas facile pour vous au dernier moment de pouvoir payer tous les arriérés du BEDRA, arriérés de redevances, arriérés de CNSS, et faire aussi les arriérés de rapport. Nous allons ensemble faire de telle sorte que vous ne vous retrouvez plus forcément dans cette situation. Je ne voudrais pas rappeler les autres jaloux, mais j'aimerais faire quand même une mention spéciale pour Eden TV. C'est pas parce que ce film à télévision, mais c'est la première télévision de sa génération qui va renouveler sa convention. Et c'est le lieu, le moment de rappeler
sereinement aux 2 ou 3 autres qui restent, il leur reste encore jusqu'à fin juin. Si nous avons dit à fin juin, il faut que les télévisions les radios qui doivent renouveler leur convention le fassent. Ce ne serait pas juste envers vous qui vous êtes saigné, qui vous êtes battu pour le faire. Tout en saluant les mérites de la nouvelle équipe présidée par Edouard Loko, le porte-parole des promoteurs fait le chapelet des problèmes que rencontrent les organes de presse aujourd'hui au Bénin. Il en profite pour solliciter l'appui de la HAC en vue de stabiliser le navire. Les radios, commerciales ou non, télévision, commerciale ou non, nous évoluons aujourd'hui dans un environnement socio-économique difficile où la clientèle s'amenuise au jour le jour. J'ai envie de dire, même les annonces de décès, on n'en trouve plus. Les dédicaces de 200 francs, on n'en trouve plus. Les sources de revenus d'une radio, d'une télévision aujourd'hui, on se pose la question de savoir où est-ce que vraiment ces radios et télévisions trouvent les moyens pour assurer les charges qui sont les leurs. Au nom des amis, des promoteurs ici présents, je voudrais plaider pour que la HAC puisse nous accompagner avec beaucoup de flexibilité, car les problèmes, si on doit les régler de façon mécanique, beaucoup de radios, beaucoup de télévisions vont fermer. Je voudrais implorer votre clémence pour étudier les dossiers des radios-télévisions au cas par cas avec un esprit de bon père de famille pour que personne ne soit laissé sur le carreau. Le président de la HAC a pris bonne note des doléances. Comme à son habitude, à chaque rencontre avec les hommes des médias, Edouard Loko invite les uns et les autres à faire preuve de professionnalisme, ceci pour un bon rayonnement de la presse béninoise. Et dans le reste de l'actualité, il y a exactement 50 ans, le 28 mai 1975, 15 pays d'Afrique de l'Ouest convinrent de créer la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La première présidence fut confiée à l'ancien président libérien William Tubman grâce au travail acharné et à l'appel à l'unité du président togolais Yassingbe Eyadema et de l'ancien dirigeant nigérian Yakubu Gowon. L'Union prit forme en Afrique de l'Ouest, ce qui a conduit à la signature du traité de la CEDEAO en 1975 à Lagos. Mais 50 ans plus tard, la CEDEAO fait face à de nombreux défis. Le reportage. Fondée en 1975, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, fête ses 50 ans d'existence. Cette organisation régionale, qui regroupe 15 pays, a joué un rôle crucial dans le développement économique et la stabilité politique de la région. Au cours de ces 5 décennies d'existence, la CEDEAO a contribué à de nombreuses avancées. La mise en place d'un marché commun facilitant les échanges économiques, l'instauration de la libre circulation des personnes entre les pays membres. Ces accomplissements ont permis de renforcer l'intégration régionale et d'améliorer les conditions de vie des populations ouest-africaines. En termes de réussite, évidemment, la CEDEAO a réussi à s'imposer comme organisation régionale plus consolidée, plus solidaire et plus effective que toutes les autres organisations que l'on a pu constater en Afrique. La CEDEAO est la seule exemple aujourd'hui d'une intégration sous-régionale. Il y a un certain nombre de projets qui ont été, de victoires qui ont été réalisées en termes de politique sous-régionale. Nous avons vu l'intervention de la CEDEAO en Gambie, nous avons vu l'intervention de la CEDEAO en Guinée-Bissau en temps de tension politique. Nous avons vu également les médiations de la CEDEAO qui ont réussi à des moments donnés. Et donc quand nous voyons l'ensemble de ces éléments, nous nous rendons compte que la CEDEAO a fait des progrès. Dans un contexte marqué par des tensions politiques
des retraits d'États membres et des divergences stratégiques, l'organisation sous-régionale est confrontée à plusieurs défis. Le premier défi déjà, c'est le défi politique, la volonté politique nécessaire, puisqu'il faut savoir que la CEDEAO est un regroupement d'États et l'organisation n'est opérationnelle que par le pouvoir que ces États ont conféré à l'organisation en question. Et donc l'aspect politique devait être évoqué. Je pense que l'autre défi également, c'est l'évolution dans le processus d'intégration. Il y a un certain nombre de détails qui doivent être réglés. Les questions de convergence économique, puisque les économies de chacun des pays de la CEDEAO sont tellement disparates qu'il faut veiller à une certaine unification sur le plan économique et sur le plan des normes qui régissent l'économie à l'intérieur de chacun de ces États. L'autre défi auquel l'organisation est confrontée, c'est la question sécuritaire qui gangrène la plupart des pays. Et cela devient un défi très majeur et urgent pour l'organisation. Cela ne sera se faire sans la collaboration des États membres qui devraient être beaucoup plus dynamiques et s'autonomiser dans la gestion financière de l'organisation. Face à ces difficultés, de nombreuses voix s'élèvent pour appeler à une réforme en profondeur de l'organisation. La célébration des 50 ans de la CEDEAO pourrait être l'occasion d'initier ce processus de renouveau. Le principal élément dont la CEDEAO doit faire preuve aujourd'hui, c'est de faire un bilan objectif et réaliste de son fonctionnement durant les 50 prochaines années, de veiller à des questions très spécifiques comme la gestion financière ou le financement de l'organisation. Ça, c'est le premier élément qui va rendre davantage la CEDEAO opérationnelle et efficace, qui puisse amener la CEDEAO à prendre cette décision sans forcément se soucier de la conjoncture internationale. La synergie d'action aussi bien politique que sécuritaire pour régler définitivement les questions de terrorisme sur le territoire, le territoire ou l'espace ouest africain. Si je dois évoquer un troisième élément, bien sûr, c'est la refondation de l'organisation. Je pense qu'un creuset devait être établi pour réfléchir et penser, analyser, disséquer le fonctionnement de la CEDEAO durant les 50 dernières années, faire le bilan objectif et produire des recommandations nécessaires pour une refondation complète de l'organisation. L'avenir de la CEDEAO dépendra de sa capacité à se réinventer tout en restant fidèle à ses valeurs fondatrices. Le chemin vers une intégration régionale renforcée est semé d'embûches, mais il demeure essentiel pour le développement et la stabilité de la sous-région ouest africaine. La Banque africaine de développement a annoncé ce mardi dans son dernier rapport sur les perspectives économiques en Afrique une croissance projetée de 3,9% et une inflation estimée à 6,9% pour Madagascar sur la période 2025 à 2026. Ce niveau jugé médiocre par l'institution s'explique par des pressions inflationnistes qui affectent globalement les économies africaines. Le reportage. Les prévisions de croissance de l'Afrique pour 2025 revues à la baisse. Dans son rapport sur les perspectives économiques du continent, la Banque africaine de développement annonce une croissance de 3,9% cette année, soit une baisse de 0,2 points de pourcentage par rapport aux prévisions initiales. Les chocs causés par les nouveaux tarifs douaniers imposés par les États-Unis sont la principale cause de cette révision des prévisions. La banque a aussi réduit ses prévisions initiales de croissance pour 2026 de 0,4 points de pourcentage à 4,0%, citant la même incertitude liée aux droits de douane. La Banque africaine de développement est le plus grand prêteur agissant pour le développement du continent, avec un capital de 318 milliards de dollars. Elle alerte actuellement sur les turbulences commerciales susceptibles de freiner la demande mondiale, réduisant ainsi les exportations de l'Afrique vers le reste du monde. L'Afrique du Sud a proposé d'acheter du gaz américain en échange des sanctions de droits de douane sur des quotas de véhicules, d'acier et d'aluminium exportés vers les États-Unis. Cet accord comprend l'achat de gaz naturel liquéfié américain pour un montant estimé
entre 9 et 12 milliards sur 10 ans. Le reportage. Lors de sa dernière visite à la Maison-Blanche, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a proposé à son homologue Donald Trump d'acheter du gaz américain en échange d'exemptions de droits de douane sur certains produits. Dans la déclaration du gouvernement sud-africain publiée dimanche soir, l'Afrique du Sud doit importer entre 75 et 100 millions de mètres cubes de gaz naturel liquéfié par an auprès du premier exportateur mondial de GNL, ce qui permettra de générer environ 12 milliards de dollars sur 10 ans, avec près d'1 milliard de dollars par an. En échange, Pretoria souhaite obtenir une exemption de droits de douane sur un quota de 40 000 véhicules par an, 385 000 tonnes d'acier et 135 000 tonnes d'aluminium. La proposition s'inscrit dans le cadre d'une alliance commerciale présentée par l'Afrique du Sud lors des discussions entre Cyril Ramaphosa et le président américain le 21 mai dernier. L'Afrique du Sud collaborera avec les États-Unis pour débloquer la production du gaz en Afrique du Sud. Au Royaume-Uni, l'automobiliste de 53 ans, arrêté après avoir foncé sur la foule à Liverpool, est en garde à vue pour tentative de meurtre et conduite sous l'emprise de drogue, a annoncé la police locale. L'incident survenu ce lundi a transformé un défilé en liesse en une tragédie qui a conduit 50 personnes à l'hôpital. Suivons. Au Royaume-Uni, la police a annoncé avoir interpellé mardi un Britannique de 53 ans à la suite de l'incident survenu à Water Street à Liverpool. Lundi, alors que les supporters des Reds célébraient leur titre de champion de Premier League, une voiture avait foncé sur la foule, blessant 65 personnes. Je prenais des vidéos avec des fans de Liverpool au hasard, je m'amusais et je chantais. Et puis, je n'ai pas compris ce qui se passait jusqu'à ce que Abby commence à crier mon nom Jack. Et alors j'ai posé le téléphone et j'ai levé les yeux. Ce qui s'est passé, c'est que la voiture s'est mise à foncer sur les gens. Elle m'a percuté et ensuite, quand il a touché mes jambes, j'ai tourné sur moi-même. Je l'avais un peu esquivé au niveau du capot, mais il a accroché mes jambes. J'ai poussé le capot et je n'ai pas trouvé Jack. J'ai passé 5 bonnes minutes à le chercher. Il criait, il pleurait, il était absolument traumatisé. Les gens couraient partout, ne sachant pas où se trouvaient les autres. Et pendant ce temps, Jack criait, « Je suis là, je suis là ». Nous avons couru vers lui et il m'a serré dans ses bras. L'instant d'après, vu l'ambiance, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et il a dit, « Mon dos, ma jambe, mon dos, ma jambe ». Le conducteur du véhicule a été placé en détention pour tentative de meurtre, conduite dangereuse et conduite sous l'emprise de stupéfiants, selon le commissaire principal Karen John-Drill. L'administration américaine a ordonné la suspension du traitement des visas pour les étudiants étrangers. Dernière mesure en date contre la prestigieuse université, la Maison-Blanche a indiqué vouloir mettre fin à tous les contrats passés avec Harvard, dont des centaines d'étudiants ont manifesté ce mardi. C'est après moi. Des centaines d'étudiants d'Harvard ont manifesté mardi contre les nouvelles mesures imposées par l'administration Trump. Cette semaine, la Maison-Blanche a décidé de rompre ses liens avec l'université qu'elle accuse d'être un foyer d'idées antisémites. Trump a entamé une marche dangereuse pour faire reculer les droits civiques dans ce pays. Nous l'avons vu dans ses attaques racistes, vicieuses contre la parole et la diversité, et son alliance avec des milliardaires d'extrême droite qui amplifient la rhétorique fasciste. Du côté de l'université, ces décisions sont perçues comme une attaque directe contre la liberté académique. La liberté d'expression et le respect de la légalité sont les fondements du système américain. Ce sont les piliers d'une société libre. Mais Donald Trump s'en prend à ces libertés parce qu'elles entravent sa prise de pouvoir autoritaire. C'est ce que font les régimes autoritaires. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, des centaines d'étudiants étrangers ont vu leur visa révoqué, tandis que d'autres, bien que légalement présents sur le sol américain, ont été arrêtés. C'est sur cette actualité que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlight.tv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.